On en parle ce soir, élection du renouvellement du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. L'événement s'est déroulé du côté de Lambaréné qui a vu la victoire de Pierre-Alain Mungengi qui se succède à lui-même. On va en parler avec l'ensemble des consultants appelés les Heures du foot ce soir, sinon ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi les antennes de Télé Africa. Au menu également de cette émission, on va parler de la Ligue de football de l'Est hier. Et maintenant, après bien sûr l'annulation par l'OTAS de l'élection de Serge Ahmed Mombo, on jeterait un regard au sujet du championnat national de football de première division. La date du 14 arrive à grands pas. Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois. Je suis très heureux de retrouver chacun de vous. Et surtout que nous allons débattre des questions relatives au football. Le football, c'est l'élection de la Fédération gabonaise de cette discipline. Pierre-Alain Mungengi repart pour 4 ans. D'abord, Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bekale. C'est un plaisir. Bon, toujours un plaisir partagé. Voilà. Serge Mungengi, c'est un plaisir également de vous retrouver ce soir. Le plaisir est partagé et dans le même élan, je souhaite une joyeuse fête de Pâques à tous nos consultants et à toutes les familles qui nous suivent. Président Ngué, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. C'est un plaisir. Oui, toujours un plaisir de parler football, de te retrouver sur le plateau, discuter pour échanger sur les questions de football. Voilà. Solange Pambo. Bonsoir Rodrigue. On est régulièrement ensemble. Bonsoir. Nous sommes sur ces pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Rodrigue, bonsoir, merci beaucoup pour ce travail qui est fait. Merci d'avoir pensé une fois de plus à nous appeler pour qu'on vienne modestement donner notre petit point de vue sur l'actualité footballistique nationale. Évidemment qu'on ne se considère pas comme étant des érudits dans le domaine et c'est toujours un plaisir de pouvoir mêler nos voix à celles des autres dans ce pays qu'est le Gabon, qui est un pays passionné de football. Nous reprenons le cours normal de cette émission après plusieurs enregistrements des émissions. Bien sûr, nous avons reçu l'ensemble des candidats au-delà des Fonzolo qui nous a envoyé son porte-parole à la personne de Claude Albert Mbono. Vous n'étiez pas là. Je voudrais poser la question à chacun de vous. Vous avez suivi ces émissions. Comment vous avez trouvé l'ensemble des candidats qui sont passés sur ce plateau? Chacun peut prendre la parole. Bien, concernant le passage de tous les candidats, il faut le dire, l'émission a été d'un certain niveau, dans la mesure où les candidats ont eu l'opportunité de développer dans le temps qui était disons, imparti. Ouais. Je rappelle 60 minutes. Oui, nous avons tous saisi la portée de la vision de tous les candidats. D'ailleurs, bon, parmi tous ceux qui sont passés ici, il y a un qui est sorti vainqueur. Je pense que nous allons y revenir. Oui. Mais il faut le dire, c'était une émission aussi pédagogique parce que le constat qu'on a fait, c'est que parfois, on est plus dans des spéculations, on n'a parfois pas la bonne information. Et c'était le moment opportun pour avoir le contenu de projets de ces candidats. Président Ngué. Ce que je tire de ces émissions, c'est que tous les problèmes du football gabonais sont connus de tous. Parce qu'il n'y a pas eu une boule de baguette magique qui nous a permis d'aller vers une chose qu'on ne sait pas. C'était de la redite pour moi. On est repassé sur les mêmes sujets. On avait le sentiment que tous les candidats connaissaient où étaient les problèmes et quelles étaient les solutions apportées. D'ailleurs, quand vous regardez bien, vous avez l'impression que toutes les solutions proposées étaient les mêmes quasiment chez tous les candidats. Et donc pour moi, j'espère que chaque candidat a eu le temps de suivre l'autre pour pouvoir tirer de ce qui a été dit des enseignements sur les solutions proposées par rapport aux problèmes qui minent le football gabonais. Et j'espère que ça va nous aider à avancer un tout petit peu. Gaëtan Kouka, au sortir de ces émissions, est-ce qu'il y a des candidats ou des projets qui ont attiré votre attention? Bon, un projet naturellement porté par un candidat, dans l'ensemble, je ne pense pas, mais je voudrais quand même souligner, à mon sens, quelques insuffisances au regard justement du passage de beaucoup de candidats sur cette antenne. Notamment ici, nous avons eu droit à une série de développements sur le plan global du football, mais sur le plan spécifique, je reste un peu sur ma faim, entendu que nous avons certains points qui restent à mettre sur les rails, et qu'il aurait été bon que sur, comment dirais-je,
l'Olympiade, donc qui est le carton, de nous dire telle année je ferai ceci, telle année je ferai ceci, on aurait eu une meilleure structuration, donc un meilleur suivi du programme. Là, c'était un peu un fourre-tout, et à partir de ce moment, on ne sait pas à quel moment on va faire ceci et cela, donc c'est un peu en cela que j'ai reçu ma fin. Mais il y a eu quand même, Lange Pambo, la structuration des passages de chaque candidat à travers leur programme. Oui, il y a une structuration globale, c'est bien ce que je veux dire, il y a une structuration globale, mais de manière spécifique. Nous sommes en 2022. Qu'est-ce qu'il va faire d'ici fin 2022? Et qu'est-ce qui va entamer 2023? C'est dans ce sens que je parle de planification, pour une meilleure visibilité, une meilleure clarté justement de l'exécution du programme. Or ici, c'est un peu un fourre-tout. On est resté un peu dans les généralités. Si on résume un peu ce que Gaëtan Kouka est en train de dire, évidemment que Brice Inenga a tout à fait raison de dire que tous les projets de candidats, il y avait beaucoup de similitudes dans les différents projets, mais parce que, comme l'a dit Brice, les mots qui minent le football gabonais sont connus depuis plusieurs décennies maintenant. Après, c'est vrai aussi qu'en termes de spécificité, ça n'a pas souvent sauté aux yeux. Les échéances également pour la traduction en actes de certains projets chers à certains candidats. Mais c'est vrai qu'à la fin, on retient évidemment que ce qui est bien, c'est que ceux qui sont les principaux acteurs du football dans notre pays connaissent très bien la racine du problème. Les solutions ont été identifiées, il ne reste plus qu'à les implémenter, simplement, on va le dire. Merci Lange Pambo. On va aborder la première problématique de cette émission. 4 ans de plus pour Pierre-Alain Mungengui, c'est le premier sujet de cette émission. Il a été élu à près de 18 voix, sinon 54,37%. On va le suivre en images. Après, nous allons revenir avec vous pour comprendre le bien fondé de cette réélection. On va discuter autour de cette question. Alors, vous voyez, 18 voix, 54,36%. Est-ce qu'on s'y attendait ou pas à la réélection de Pierre-Alain Mungengui? Si oui, peut-être justifié, sinon également. On commence par Gaëtan Kouka. Bien, cette élection qui est naturellement le fer de lance du football gabonais a mis en évidence effectivement un certain nombre de choses dont on venait de dénoncer certaines un peu plus haut. Les délégués qui sont les principaux électeurs ont décidé de la multitude de candidatures ou de projets que celui de M. Mungengui allait le mieux par rapport à leurs aspirations. Mais n'oublions pas que ce sont ces mêmes gens qui, depuis un certain nombre d'années, accompagnent le football gabonais et que quelque part sont comptables. Donc, avoir un vote contraire aurait été, dans une certaine manière, se déjuger. Parce que vous savez que ces gens sont dans le même environnement footballistique et que les directives qui partent d'un certain point, qui doivent atterrir un point dans le cadre de l'exécution, tout le monde étant comptable de ça, les gens préféraient reconduire M. Mungengui pour des raisons connues. Donc, quand je dis connues, c'est sur la base du projet. Et qu'à ce titre-là, nous restons suspendus au cours des événements, entendu qu'il y a des recours qui semblent vouloir donner droit à la suite du débat. On va y revenir également. Serge Mungengui, le vote des délégués, peut-on parler de la continuité? Bien, ben, d'ailleurs... Ont-ils opté pour la continuité? À ce niveau, je veux commencer par adresser mes félicitations à l'heureux élu, oui, et ensuite aborder la question. Bon, la continuité, vous savez, cette fois, je pense qu'il y avait 33 délégués. Oui. Je crois que la dernière élection, ils étaient au nombre de 35. Bon, maintenant, comment identifier la continuité, ne sachant pas le ratio, sinon le ratio des délégués qui ont milité pour l'un ou l'autre. Donc, à ce niveau, je trouve l'appréciation assez complexe pour justifier ici la réaction, sinon les propos selon que les délégués ont opté pour la continuité. Pour moi, c'est une question qu'on pose au regard de la réélection de Pierre-Alain. Les délégués pouvaient bien sûr choisir quelqu'un d'autre. Oui, mais lorsque vous regardez les scores, je crois qu'à ce niveau, je crois qu'il y a eu, c'était assez serré. Donc du coup, je ne saurais me prononcer si seulement les délégués ont opté pour la continuité. Merci. Ça, à ce niveau, je ne saurais me prononcer. La continuité, on la remarque dans le pourcentage. Dès que vous avez la majorité des voix, c'est que
ceux qui sont là ont choisi de poursuivre avec vous. Il faut pas... C'est ce que Serge Monguengui refuse de voir clairement. Non, peut-être qu'il a un autre angle d'appréciation. Okay. Moi, je dis simplement que dans l'approche, si les délégués à la majorité ont décidé de poursuivre, ça veut dire que ont décidé d'apporter leur suffrage à M. Pierre-Alain Monguengui, ça veut dire qu'ils ont décidé de poursuivre. Mais quand vous regardez tous ces délégués, ce sont quasiment les mêmes. Et puis, il y a quand même un procès qui est fait souvent à ces délégués. On a oublié le collège électoral aujourd'hui, il n'est plus composé que de tarés. Malheureusement, ils se font insulter à longueur de journée sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Mais dans ces délégués-là, dans ce collège de délégués, vous avez des gens qui sont très instruits et qui occupent aujourd'hui dans le paysage national de hautes fonctions, pas seulement en matière de football. Parce qu'avant, on avait tendance à croire que les gens ne vivaient que le football. Aujourd'hui, ils ne vivent pas que le football pour la plupart. Vous avez là-dedans des maires, des directeurs d'école, des directeurs des proviseurs de lycées et collèges. Vous avez des hauts cadres de l'administration qui occupent des postes de responsabilité au niveau administratif dans le pays. Vous avez même des directeurs d'entreprise. Donc on n'est plus en face d'une population qu'on va dire qui est à la sauvette de quelqu'un d'autre. Pour moi, ils ont voté en toute âme et conscience. Ils ont fait le choix de celui qui, certainement pour eux, pouvait être à mieux de pouvoir poursuivre les œuvres, enfin, sinon l'œuvre qu'ils ont entamée depuis pas mal de temps. Solange Pambo, vous gardez la main. On va revenir avec vous pour regarder le tableau complet au terme de cette élection. On voit que Pierre-Alain Monguengui obtient 18 voix, 54%. Jérôme Fonzolo vient à la deuxième position, 12 voix, 36%. Dieudonné Ndumbu Likuni, une voix, 3,3%. Meba Mefama, une voix, 3%. Dieudonné Wayi, une voix, 3%. Valérie Ondo, le représentant des footballeurs. On va voir l'avis du footballeur, l'ancien footballeur qui est sur ce plateau. Alors, Solange Pambo, est-ce qu'on peut penser que le troisième mandat de Pierre-Alain Monguengui, c'est pour convaincre? Convaincre, pas forcément, puisque sa vision à la tête de la Fédération gabonaise de football est claire. Il l'a traduite en acte depuis 2014, puisque c'était l'année à laquelle il est arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de football. Il est dans la continuité. Il a dit, il a le souci de parfaire une œuvre qu'il a entamée depuis 8 ans maintenant. Ça lui fera 12 ans s'il arrive au terme de cette troisième Olympiade-là. Donc il ne convainc pas, il vient plutôt parfaire. Il vient continuer un travail qui a été fait depuis 2014. Après, pour revenir sur l'adversité entre griffes observée dans le cadre de cette élection, du renouvellement du COMEX de la Fédération gabonaise de football, Serge Monguengui a parfaitement de raison de dire que la bataille a été âpre entre les différents challengers, parce que quand on fait le cumul des voix, par exemple, on a les 18 voix de Pierre-Alain Monguengui. Quand on fait le cumul des voix de Jérôme Fonzolo, 12, plus une voix de Ndumbu Likuni, de Dieudonné Wayi, mais aussi de Meba Mefama, ça fait quand même 15 voix. Et vous voyez que de ce point de vue-là, on remarque que le bras de fer entre Pierre-Alain Monguengui et ses adversaires n'a pas été facile pour le président Pierre-Alain Monguengui, que c'est succède à lui-même. Et puis bon, ça vient aussi traduire en acte cette espèce de tensions qu'on a pu observer, ces coups bas ou ces coups vicieux observés aussi avant le scrutin, évidemment. Toutes ces affaires qui ont impacté l'organisation de cette élection-là. Donc, on a vu qu'il y avait de l'adversité, mais Brice Hidingue l'a si bien dit, les délégués, ceux qui ont voté pour Pierre-Alain Monguengui, ont renouvelé leur confiance à un homme qu'ils connaissent depuis 8 ans, à un homme qui a mis en relief son projet depuis 8 ans dans bien des aspects, dans bien de domaines, et ils ont estimé qu'ils étaient en phase avec ce projet de Pierre-Alain Monguengui. Ils ont simplement renouvelé leur confiance à Pierre-Alain Monguengui. Serge Monguengui reste avec la deuxième position de Jérôme Fonzolo en 2018. 2022, deuxième également, il termine avec 12 points. Est-ce qu'on peut dire qu'il constitue l'avenir du football sous forme de dirigeant aujourd'hui? Bon, vous savez que... Parce que 2 fois successif, deuxième. Oui, bien entendu. Nul n'a la maîtrise du temps. Que le candidat Fonzolo sache que derrière, il y a une génération qui arrive. Ouais. Je n'ai pas envie de citer les noms. Suivez-moi du regard. Donc, dans les 4 prochaines années, nous ne serons pas surpris d'avoir des nouveaux candidats, sinon aussi performants que les précédents. Donc à ce niveau, je ne
peut pas donner quitus déjà au candidat Efonzolo dans les prochaines années comme un potentiel. C'est quand même un effort. À chaque fois, il est sorti, il sort toujours deuxième, sachant très bien qu'il n'est pas tellement très impliqué dans le football. Il n'est pas beaucoup connu dans le football. Il est sorti deuxième. Oui, mais dans ce cas de figure, il y a un problème de partenariat. Parce que comment pouvez-vous comprendre que les 3/4 des colistiers qui ont été avec Pierre-Alain au départ, aujourd'hui se retrouvent avec Efonzolo. Dans 4 ans, c'est sûr que certains de ceux-là vont se retrouver peut-être avec le nouveau, disons, le prochain candidat qui viendra, le candidat d'une certaine génération. Voici pourquoi. Pour terminer, je disais, vous avez la possibilité lorsque je parlais de... je disais que ce n'était pas forcément un vote pour la continuité. Pourquoi? Parce que, vous savez, le choix qui a milité en faveur des délégués qui ont voté le candidat Pierre-Alain, c'est peut-être un choix de rupture face à une manière de présenter les choses. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un manque de tact dans les actions qui ont précédé cette élection. Donc ça a certainement amené certains délégués à un revirement et aller... Slange Pambo, on reste avec vous. Ouais. Je vais donner la parole à Brice Nengue. On reste avec vous. Est-ce que vous pensez le résultat de Dieudonné Ndoumbo aujourd'hui, c'est un échec cuisant? Avant de parler de Dieudonné Ndoumbo, je voudrais quand même revenir sur Jérôme Efonzolo pour affirmer ici qu'incontestablement, on ne peut pas, en ce qui concerne Jérôme Efonzolo, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que le score que le candidat Efonzolo a fait est un score très honorable, très important. S'il a réussi à se hisser à la seconde place 2 fois de suite, ce n'est pas un hasard. En 2018, on ne le connaissait quasiment pas. Il venait quasiment... dans l'inconnu. Voilà, en tant qu'inconnu. Alors, partir de l'anonymat dans lequel il était en 2018 pour réussir à emmener Pierre-Alain Mungengui au second tour, il fallait vraiment le faire. Ça avait été la belle surprise de 2018. Pardon. Et 4 ans plus tard, il arrive une fois de plus à être deuxième. Je pense qu'il a de la matière. Je crois qu'il a de la matière. Soyons objectifs. Je pense qu'il peut, s'il reste constant, évidemment, s'il a le bon discours, s'il arrive à comprendre qu'il ne faut surtout pas se présenter à la face du monde comme étant le candidat de la présidence de la République, parce que disons-le clairement, c'est comme ça qu'on a présenté Jérôme Efonzolo depuis 2018. Mais lui-même, au cours d'une conférence de presse, il a dit qu'il connaît désormais comment on gagne une élection à la Fédération gabonaise de football. D'accord. Il a appris. À tort ou à raison. Lors du premier mandat. En 2018, on pouvait se dire, à tort ou à raison, on l'a présenté comme étant le candidat de la présidence de la République. Mais en 2022, on ne peut plus le dire. Pourquoi? La lecture de fait, messieurs. On est tous au Gabon, on a bien vu tout ce qui a tramé avant l'organisation de cette élection-là. On a la faiblesse de ne pas croire que finalement il est soutenu. Mais moi je l'ai dit sur les antennes d'une chaîne de télévision Gabon 24, pour ne pas la citer, c'est pas mauvais. Le lobbying, le réseautage, ce n'est pas mauvais. Même dans le cadre de l'attribution des grands événements sportifs, comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde de football, comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, vous savez bien qu'il y a des lobbies, vous savez bien qu'il y a du réseautage. Donc ce n'est pas mauvais de faire du lobbying. Ce qui est mauvais, c'est de faire dans le trafic d'influence, justement. Voilà, c'est ce qui n'est pas bien. Mais après, moi, je respecte l'homme, je respecte ses scores, les scores qu'il a fait en 2018 et en 2022. Pourquoi condamner le fait que l'État ou bien le pouvoir puisse avoir un candidat pour une élection d'une fédération? Parce que c'est pas... Pourquoi? Parce que il faut pas... L'État peut estimer que j'ai besoin de telle personne, tel endroit, etc. etc. Vous savez, il faut parfois raison garder. Il y a des choses qu'on ne déballe pas comme ça parce qu'on a envie de se présenter devant les gens avec des porte-noms. Je pense que ce qui a été fait a été très mal fait. On ne se lève pas un matin et puis on s'autoproclame candidat du chef de l'État. Et puis, le chef de l'État n'est pas muet. Et le chef de l'État a une façon de fonctionner.
moi, je vais prendre un exemple simple. Il y a quelques mois, lorsque le candidat Pierre Alain, le président Pierre Alain aujourd'hui, se présente aux élections sénatoriales, je pense, il perd au dernier tour pour des raisons, on lui dit que le chef de l'État dit qu'il a encore besoin de toi au football. Et quelques mois après, vous revenez dire au même monsieur que le chef de l'État, enfin, que sans qu'il n'ait eu un quelconque messager, pour lui, dans sa tête, il est toujours le candidat du chef de l'État. Donc tout le monde se réclamait comme étant candidat du chef de l'État. Et ils étaient trois d'ailleurs dans cette élection à se réclamer comme étant candidat soutenu par le chef de l'État. C'était qui le troisième? Dieudonné Waye aussi. Dieudonné Waye également. Et donc, bon, selon les rumeurs, il n'a pas dit officiellement. Il n'a rien dit de voilà, ça n'a pas été dit officiellement. Vous comprenez qu'à partir de là, quand vous venez unilatéralement dire que tous les autres n'ont pas été choisis, mais c'est moi le réélu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas vous qui êtes le porte-parole du chef de l'État. Le chef de l'État a des personnes désignées pour le représenter, pour porter sa parole. Et tant qu'aucun d'eux ne parle pour lui, je pense que les autres ne peuvent pas vous écouter. Moi, je voudrais revenir sur l'essentiel, la deuxième place de Zolo. Je pense que les erreurs de 2014 sont les mêmes erreurs que Zolo commet en 2018 sont les mêmes erreurs qu'il commet en 2022. S'il ne rectifie pas le tir, et d'ailleurs beaucoup de délégués le lui ont dit, s'il ne rectifie pas le tir, c'est-à-dire disparaît 4 ans et ne réapparaît que 2 semaines avant les élections, je pense que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Parce que c'est quand même assez compliqué de dire qu'en football, il me suffit d'avoir de l'argent, il suffit que je porte le nom du président de la République pour que je vienne convaincre les électeurs. À un moment ou à un autre, il faut qu'il s'implique sur le terrain, il faut qu'il montre qu'il vit bien au Gabon et qu'il aime bien le football gabonais pour avancer dans le gérant. Malheureusement, pour lui, il disparaît beaucoup. Il disparaît toujours après chaque élection. Là, on va aller dans la procédure qui va suivre, donc le TAS, Gaëtan le disait tout à l'heure. Mais après le TAS, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va encore disparaître pour revenir en 2026? Là est la question. Et s'il revient, s'il a la même stratégie, je crains fort qu'on le soit amené encore à avoir un Fanzolo qui sera peut-être deuxième ou peut-être même troisième. Gaëtan Kouka, Valérie Ondo, ancien footballeur, ancien collègue, abandonné par les siens. Par les siens. Comment vous justifiez et pourtant, il y a une association de footballeurs. Il n'y a aucune trahison, simplement qu'il y a des choix qui sont faits. Même lorsqu'un entraîneur compose une équipe de 11, il a un effectif de 24, il en choisit 11. Donc il n'y a aucune trahison, il y a simplement un choix de faire. Bien, poser le problème comme ça, moi je vais plutôt renvoyer la réflexion. M. Pierre-Alain Mouyengi, de par son positionnement de président sortant, gérait 35 délégués. Est-ce à dire que les 18 délégués auraient tourné le dos à M. Mouyengi? Non, c'est un choix qui est fait parmi tant d'autres. Et pour cette fois, les footballeurs ont préféré ne pas se joindre à la candidature de Vadéry pour des raisons que j'ignore ici. Donc je vous inviterai par contre à joindre le président de l'Association nationale des footballeurs gabonais, l'Association nationale des footballeurs professionnels gabonais, pour pouvoir répondre à cette question à la suite de cette élection. On va rester dans la suite après l'élection de Pierre-Alain Mouyengi, Doumbou et Fonzolo vers un litige électoral. Je m'en vais vous permettre de regarder, de suivre d'abord les propos de Jérôme et Fonzolo. Il dit ceci au sortir sur sa page bien sûr. Il dit « Nous allons déposer un recours auprès des instances nationales et internationales pour faire annuler cette forfaiture électorale. » Analyse, commentaire, d'abord pour chacun de vous. Est-ce que vous avez constaté pendant le déroulement de l'élection les irrégularités? Pourquoi, sur quoi font-ils ces propos? Écoutez, premièrement, je pense qu'il est dans son bon rôle, évidemment, puisqu'il a perdu, il espérait être élu président de la Fédération. Je rappelle quand même qu'en 2018, lorsqu'il avait perdu, je pense qu'il n'avait pas fait de recours. En 2022, il décide de faire un recours. Bon, écoutez... Il est dans son rôle, évidemment. Il espérait être élu président de la Fédération gabonaise de football. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque les délégués ont préféré choisir Pierre-Alain Mouyengi. Jérôme Fonzolo estime qu'il y a eu des irrégularités. C'est à lui de mettre en relief les dites irrégularités. Mais on constate tout de même, et c'est ce qui ressort un peu de l'opinion par rapport à ces fameuses irrégularités, on s'est posé la question, on a voulu comprendre et savoir pourquoi est-ce qu'au moment du dépouillement des candidatures,
reçu par la commission électorale, la dite commission n'avait pas fait remarquer ou fait observer que Jérôme Efonzolo, à ce moment-là, avant l'ouverture de la campagne, que Jérôme Efonzolo était directeur général adjoint de l'Office national de développement du sport et de la culture. C'est la grosse interrogation, évidemment, puisque c'est ce que certaines personnes mettent en relief. Après, la campagne a été lancée, les candidats sont tous partis sur le terrain en campagne, au contact des délégués. Ensuite, on a vécu, on va dire quoi, 24 heures avant le vote ou 48 heures avant le vote, 48 heures avant le vote, une soirée à la limite du surnaturel. C'est difficile en toute objectivité, c'est difficile de ne pas croire qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour tenter d'influencer à la fin cette élection. Qu'on le veuille ou non, aucun Gabonais sérieux en toute objectivité, sans passion aucune. Je sais que le football était un sport très passionnant, mais sans passion aucune. Lorsqu'on appelle la raison, l'objectivité, on a la faiblesse de croire qu'il y a des choses qui ont été faites pour vouloir influencer l'organisation de cette élection. Parce que si le candidat Valérie Ondoébé saisit la commission électorale au fin de faire constater qu'il y a une incompatibilité par rapport au candidat Jérôme Efonzolo, parce que la nouvelle loi sur l'orientation du sport, dans sa disposition de l'article 159, dispose qu'aucun responsable du ministère des Sports ou d'un organe sous tutelle du ministère des Sports ne peut être responsable d'une fédération, et qu'ensuite, ce même jour, il y a un conseil des ministres qui démet Jérôme Efonzolo, qui nomme Pierre-Alain Mungengui. Oui, mais non, mais qui démet, le conseil des ministres est venu officialiser la démission de Jérôme Efonzolo. Le même conseil des ministres nomme Pierre-Alain Mungengui, qui est retraité depuis 5 ans au poste d'inspecteur général des services au ministère des Sports. Donc, le même conseil des ministres favorise la participation de Jérôme Efonzolo à une élection et défavorise Pierre-Alain Mungengui. Non, en toute objectivité, vous voulez qu'on pense à quoi exactement? Là, c'est la question. Non, oui. En toute objectivité. Ayons le courage de le dire. Oui. Ayons le courage de le dire. Parce qu'on est tous intelligents. On est d'accord. Que voulez-vous que les Gabonais pensent? Mais quand on voit ce genre de manœuvre. C'est vraiment une manœuvre. Merci d'avoir prêté le mot. Mais bien sûr, c'est difficile. C'est-à-dire que même si on a envie de croire le contraire, mais c'est trop gros. La ficelle est trop grosse en fait. Serge Mungengui, Jérôme Efonzolo souhaite de déposer un recours. On regarde également Dieudonné Ndoumo qui dit la même chose, mais lui il va plus loin. On regarde en image. Dieudonné Ndoumo, il dit le tribunal arbitral du sport va trancher, la FEGAFOOT va tomber. Bien, mais comme le disait... Sur quoi il se base? Quels sont les éléments? Est-ce que vous avez constaté pour nous aider les téléspectateurs à comprendre sur le fait que Jérôme Efonzolo, Dieudonné Ndoumo déposeront un recours auprès des instances? Je pense pas que Dieudonné Ndoumo ira au TAS. Je ne crois pas. Il a écrit, hein? Oui, il a écrit le jour même. Mais si vous lisez bien ses dernières interventions, il parle des autres candidats qui iront au TAS. Il ne dit pas que lui, il ira au TAS. Et d'ailleurs, il a répondu à un post de quelqu'un là, il y a quelques heures, qui lui disait que pourquoi tu veux aller au TAS avec une seule voix. Il a répondu clairement que lui n'avait jamais envisagé aller au TAS, mais il sait que d'autres candidats iront au TAS. Et c'est pour ça qu'il dit que si l'affaire arrive au TAS, forcément la fédération va tomber. Pourquoi aller au TAS? Moi, je pense que, pour revenir, moi je pense que dans cette histoire, ce n'est là à résumer parfaitement la chose. Jérôme, qui est aujourd'hui le premier qui veut porter l'affaire devant la juridiction internationale, il s'appuie sur une seule chose, parce que lui, dans son texte, il parlait de la commission électorale qui n'aurait pas été partiale. Pour lui, le texte qui disqualifiait d'abord en priorité Brice Bika est le même qui lui a été imposé. Il a démissionné, mais l'incompatibilité du président de la FEGAFOOT n'a pas été pour lui
pour lui, bien géré par la commission électorale. Sur ce fondement, parce que si c'est uniquement sur ce texte-là que Jérôme veut aller, il a certainement d'autres éléments. Bon, moi, je dis un peu ce que j'ai lu de sa déclaration. S'il veut aller sur cet élément-là, je pense que... Et puis quand même, lors de la conférence de presse, les différentes interventions de Jérôme Efonzolo sur sa candidature, pendant que Mefama posait son regard sur les irrégularités constatées sur le code électoral, on avait posé la question à Jérôme Efonzolo quel était son avis. Il disait, en fait, il semblait négliger, il ne semblait ignorer complètement. Il dit l'objectif pour lui, c'est d'aller aux urnes. Monsieur Bicalé, il faut comme disait M. Nengue, raison garder, éviter de dire un certain nombre de choses. Pourquoi? Nous sommes en campagne, il y a des stratégies et chacun fait le choix de sa communication, stratégiquement parlant. M. Efonzolo, dans le cadre de la préparation de sa campagne, a certainement mis le coude, ce que nous évoquons aujourd'hui, entendu que la loi lui permet, en cas d'échec, d'introduire un recours. C'est normal. Donc ce sont des éléments constitutifs qu'il garde sur le coude pour introduire. Nous venons de parler de la disqualification de M. Brice Mbika Djabou pour incompatibilité. Mais le même article qui frappe M. Mbika devrait frapper M. Efonzolo. À cet instant. Pourquoi alors M. Mbika est disqualifié et M. Efonzolo continue? Sur quelle base? Il y a vice de forme. C'est la même loi qui doit sanctionner tout le monde. Alors pourquoi, sur ce fait, tout bénéf pour lui, il poursuit justement sa campagne en ayant cet argumentaire de mai qui est un argumentaire tout à fait valable. À partir de ce moment, laissons le soin à celui qui veut lancer son recours, de lancer le recours, on verra quels sont les motifs, et nous apprécions, mais je dis pour l'instant, il est dans son plein droit, c'est tout à fait légitime, et pour la question, je vais m'arrêter de spéculer et laisser les faits avancer et on reviendra dessus certainement. Autrement dit, si Jérôme, si les délégués, si les 33 délégués qui ont voté avaient voté majoritairement pour Efonzolo, il n'aurait pas introduit de recours. À ce moment-là, les irrégularités qu'il avait sous le coude, il aurait regardé sous le coude. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui gagne une élection qui fait un recours? Oui, mais comme on le dit si bien, il vaut mieux, il est dans ses droits qu'il fasse ses recours. On rappelle, on avait déjà débattu de la question sur la commission ici, lorsqu'on disqualifiait Brice Mbika. Oui. Effectivement, on pensait qu'ils se contentaient de leur chapelle. Ce n'était peut-être pas le moment d'aborder la question, mais malheureusement, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la même situation. Ce qui est un peu gênant, c'est que, bon, en ayant perdu, bon, qu'ils réagissent ainsi. Moi, je veux partir du principe que c'est peut-être une réaction à chaud. Il aura peut-être l'occasion de faire une rétrospective et qu'ils comprennent que, bon, c'est une élection. Peut-être qu'il pourra faire preuve de fair play et puis repartir à ses chères études. Je voudrais donner quelques secondes à chacun de vous. Pierre-Alain Mungengi, réélu à la tête de la Fédération gabonaise de football. Il a été critiqué, à tort ou à raison, c'est selon. Quel conseil chacun de vous pour ce comité exécutif qui vient à peine d'être mis sur pied pour la suite des événements, pour la suite, dans la gestion du football gabonais? Pour moi, il y a plusieurs points à prendre en compte. Vous avez 30 secondes. Oui, pour moi, il y a plusieurs plans à prendre en compte. Le premier plan qui me semble le plus important, c'est déjà de réconcilier les footballeurs avec eux-mêmes. Oui. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, les footballeurs ont cassé toute relation avec les institutions. Et il est important aujourd'hui de travailler à ce niveau-là pour que les footballeurs qu'ils réintègrent la gestion du football. Ensuite, je vais terminer, il faudra maintenant mieux organiser les compétitions domestiques à la charge de la Fédération gabonaise de football. Serge Mungengi. Oui, je pense que sur le plan de la communication, il faudrait bien que pour cette réélection, que le président Pierre Alain puisse quand même accorder un peu plus d'importance sur certains canaux de communication. Parce qu'on l'a bien suivi, il disait bon, qu'il n'est pas très réseau, alors qu'aujourd'hui, bon, vous savez que... Il a un service communication. Bon, voilà, donc ce service communication devrait être renforcé pour s'adapter aux nouveaux leviers de communication actuels. Slange Pamo.
Encore plus de moyens à doter, plus de moyens à doter donc à la direction technique nationale. Il faut les moyens matériels et financiers nécessaires au développement de la pratique du football sur l'ensemble du territoire. Gaëtan Kouka. Oui, simplement pour dire, effectivement, M. Pambo, et je suis totalement d'avis, donner plus de visibilité en termes de moyens à la direction technique nationale, d'une part, et d'autre part, donner un peu plus de sens en termes d'attribution de moyens aux ligues qui permettront justement le football, le développement du football des petites catégories et de masse. Et après, derrière, réconcilier toutes les parties prenantes du football, parce qu'aujourd'hui, M. Nengue l'a dit à juste titre, il n'y a pas une cassure, il y a un fossé entre les dirigeants du football et les pratiquants. Donc, c'est tous ces mécanismes qu'il va falloir remettre en branle pour que le football gabonais puisse retrouver un essor tant souhaité et voulu par tout le monde. Nous osons espérer que le message est passé. Abordons le deuxième sujet de cette émission. Comme vous le savez, on va parler de la Ligue de football de l'Est hier. Et maintenant, vous le savez, Serge Ahmed Mombo avait été élu il y a quelques années seulement, aux côtés de Paul Uré Kessani, qui était son adversaire. Paul Kessani a porté l'affaire du côté du TAS, tribunal arbitral du sport. Le TAS a donné raison à Paul Kessani en annulant cette élection. Réussite de Paul Kessani ou acceptation des irrégularités par Paul Kessani par le TAS? Le rendu du TAS, il me semble assez clair. Ouais. Il y a une erreur manifeste du comité exécutif de la Ligue de football de l'Est-UR. L'erreur, c'était d'avoir mis en place la commission électorale sans se référer au congrès de la Ligue. C'est essentiellement le résumé de cette lettre. Et donc, maintenant, le problème posé par Paul Kessani aujourd'hui, pour lequel Kessani a totalement raison, d'ailleurs confirmé par le TAS, c'est un problème de texte. Maintenant, il faut retravailler les textes, il faut trouver le temps de retravailler les textes, il faut les adapter au contexte actuel, il faut réunir toutes les parties pour que les prochains textes ne souffrent plus de contestation et puis organiser une élection sur des textes qui sont plus ou moins corrects. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir critiqué les textes et puis de réorganiser une élection sur les mêmes textes qui demain vont nous poser d'autres problèmes. Il faut d'abord revoir les textes et puis après aller aux élections. Normalement, on devait, je ne veux pas dire reproduire à l'identique ce qui avait été proposé à la fédération, au COMEX de la Fédération gabonaise de football après la normalisation, puisque les ligues sont des démembrements, de la Fédération gabonaise de football. Donc, en la matière aussi, s'il y a un travail formidable qui a été fait pendant la normalisation pour adapter les textes et les statuts et règlements de la Fédération gabonaise de football aux standards internationaux, et après, il faut poursuivre le travail au niveau de ligue provinciale également. Et Brice a totalement raison de le dire, en fait. Alors, Gaëtan Kouka, pourquoi attendre le plus souvent qu'il y a des recours, il y a des irrégularités pour constater que nos textes ne sont pas des textes plus ou moins fiables? À chaque fois, à chaque élection, on contexte toujours les textes. Ça veut dire que c'est un problème de dirigeants ou on se pose... Non, le problème se pose justement, comme on ne cesse de le décrire depuis que nous sommes sur ce plateau, c'est un problème d'homme. Ici, nous sommes face à une interprétation de l'homme et non de la loi. L'homme pense être la loi, donc il interprète les choses à son avantage et non selon comment la loi nous recommande de vivre en société. D'accord? Et c'est là tout le problème fondamental. Vous avez parlé de victoire. Oui, c'est une victoire parce que de mémoire, je n'ai jamais vu une élection déroulée au Gabon dans ce sens et que, saisi par le TAS, que le TAS donne raison à un candidat sortant. La question centrale qu'on doit se poser ici, qu'est-ce qui amène M. Kessani à saisir directement le TAS? Entendu qu'au niveau de la Fédération gabonaise de football, il y a des organes qui sont là pour gérer ces contentieux-là. A-t-il d'abord introduit une requête où il n'aura pas eu le terrain dégoûté de façon à justement saisir le TAS? Ouais, c'est pourquoi on parlait de remettre tout le monde au centre de l'activité du football à travers justement des mécanismes qui permettront à tout le monde de se retrouver. Si nous pensons que, parce que nous gérons une institution, ici, un COMEX est assujetti à deux choses, le congrès extraordinaire et les statuts et règlements. Le COMEX ne peut pas prendre sur la liberté de manière délibérée de prendre certaines mesures sans se référer ou au texte ou au congrès. Or, le problème ici se pose à ces deux niveaux-là. Donc, à partir de ce moment, le problème étant connu, si nous ne changeons pas de logiciel, permettez-moi l'expression, en termes de gens qui gèrent nos institutions, nous avons toujours des problèmes. Il ne faut pas confondre ma volonté et la loi qui organise la vie en société.
Quelle suite donner à ces éléments? Brice Lingué, Serge Mungengi, on sait qu'un comité de normalisation sera mis sur pied pour permettre l'organisation d'une nouvelle élection. En amont d'abord, il faut toiletter les textes. Il faut toiletter les textes. Bien sûr, ouais. Il faut toiletter les textes et puis repartir sur une nouvelle élection. Voilà. Donc, la première question, c'est de savoir qui d'abord pour diriger le comité de normalisation. Ça, c'est la Fédération gabonaise de football qui décide. D'où la question. La Ligue étant une entité dépendante de la Fédération gabonaise de football, la Ligue n'est pas fermée. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le comité exécutif de la Ligue n'existe plus que la Ligue est fermée. La Ligue fonctionne avec un secrétaire général permanent qui dépend entièrement de la Fédération gabonaise de football. D'ailleurs, les 9 secrétaires de Ligue dépendent de la Fédération gabonaise de football puisqu'ils sont payés sur fond de la CAF. Donc, ils vont pardon? On en convient, sauf que ces mêmes secrétaires-là font partie du bureau qui est à l'origine de la victoire de M. Kessani. Maintenant, on ne peut pas démettre un secrétaire général puisqu'il ne dépend pas du comité exécutif. La question ils vont faire fonctionner. Qui pour être président pour conduire la normalisation? Non, ce n'est pas le secrétariat qui va conduire la normalisation. Je ne parlais pas du secrétariat, je posais la question qui pour conduire le comité de normalisation? Et ma question. J'ai tenté une réponse en te disant que pour l'instant, les ligues appartiennent à la fédération, les ligues ne sont pas fermées. Cette ligue-là n'est pas fermée, elle fonctionne avec pour principal responsable aujourd'hui le secrétaire général de la Ligue. Maintenant, il appartient à la fédération, dès que son comité exécutif sera publié, de reprendre la main sur la Ligue, lancer rapidement le processus, notamment le toilettage des textes, comme on le disait tantôt, pour pouvoir réorganiser sainement une élection. Maintenant, qui la fédération va placer à la tête, ça, on ne peut pas aujourd'hui le déduire parce que c'est pas. Serge Mambo, est-ce qu'au regard, après le nettoyage de tout ceci et que les choses rentrent dans les normes, peut-il revoir Paul-Élurik Kessani, Serge Mambo repartir dans les urnes? Mais écoutez, ça, on ne peut pas lire dans le noir café parce qu'on ne sait pas quelles sont les dispositions qui seront prises par le comité de normalisation. Est-ce que Paul-Élurik Kessani et Serge Ahmed Mambo seront disqualifiés à prendre part à cette prochaine élection de renouvellement de COMEX de la Ligue? On n'en sait rien, mais normalement, je ne pense pas qu'ils puissent être... On n'a pas interdit à chacun de... Il ne faut pas choisir les candidats pour la Ligue. Il faut laisser les gens choisir en fonction de leurs aspirations. On va redemander alors l'ouverture. Évidemment qu'ils peuvent ne pas partir, s'ils décident de ne pas partir. Non pas parce qu'on a imposé qu'ils ne partent pas. Ils peuvent ne pas partir. Tout comme naturellement, ils peuvent dire on a des choses à présenter, on a des choses à offrir au grand public et au football, et on y va. Donc à partir de là, on doit laisser les gars concourir librement plutôt que d'imposer un choix qui, en général, n'est pas toujours bien perçu par les délégués derrière qui votent. On peut s'attendre à Gaëtan Kouka comme candidat, par exemple. C'est possible. Pourquoi pas? C'est une option. C'est une option. C'est possible. Tela fait comme donner un peu de moyens avec les années footballeurs et puis je me lance, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Gaëtan Kouka, merci à tous. On va aborder le troisième. Alors, je vais vous permettre de regarder le communiqué de l'OTAS, bien sûr, avant de passer au troisième sujet et dernier. L'OTAS disait ceci: l'élection du 26 juin 2021 par laquelle Serge Ahmed Mambo a été élu président de la Ligue de football de l'Estuaire est nulle et non avenue. Messieurs, on va aborder le troisième et dernier sujet de cette émission. On va parler du national foot, pas en tant que tel, mais quand même avec raison. Quand on essaie de regarder, de suivre les mouvements au sein des équipes, on a l'impression qu'il y a une lenteur, il n'y a pas l'assurance qui permet de dire que le championnat va bel et bien démarrer le 14 mai. C'est juste une question d'incertitude. Brice Lingué, Serge Mungengi, Gaëtan Kouka, silence en ce qui concerne le démarrage du championnat professionnel... Au regard du chronogramme établi par la LINAF. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accuse, ce chronogramme accuse pratiquement beaucoup de retard et que malheureusement, ça risque d'impacter une fois de plus les préparations des équipes. De bouche à oreille, on aurait entendu que la tutelle était en train de coordonner l'établissement des conventions avec les structures qui auraient en charge, disons, le transport, l'hébergement et autres prestations. Mais nous sommes quand même surpris qu'à ce jour, les lignes ne bougent pas. Mais qu'à cela ne tienne, le constat qui est fait sur le terrain, les équipes se préparent. Alors qu'il avait été dit qu'aucune équipe
ne devait démarrer une préparation quelconque sans avoir au préalable fait des examens, voilà, médicaux. Donc, les dirigeants se plaignent, les mêmes qui se plaignent, ce sont en même temps les mêmes aussi qui, de l'autre côté, sont en train de mener une action contraire au démarrage. À la reprise du championnat. Donc, du coup, vous voyez, les responsabilités seront partagées à ce niveau. Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale, en la réalité, nous sommes fatigués de la réalité. Ouais. Nous ne cessons de décrire sur ce plateau la communication et la manière dont les choses sont faites. Vous voyez, parlons des dirigeants de club. Je n'ai pas envie de dire que c'est le bourreau qui passe pour la victime. La dette aujourd'hui, qui est le nœud cordien au-delà des autres pans, incombe au président du club. Donc pourquoi le ministère prend-il sur lui la responsabilité de régler cette dette à un moment donné de l'histoire et à un moment donné il dit « je ne suis pas comptable de ça, repartez vers vos dirigeants ». C'est pourquoi je dis que j'ai un problème de communication avec le ministère. Je disais, lorsque nous sommes allés aux assises, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises. À mon sens, jusqu'à présent, le comité de suivi ne communique pas. Nous sommes à quasiment 4 semaines de démarrage du championnat, toujours techniquement, on ne nous dit rien. Bien. Ensuite, derrière, le rétro-pédalage justement du ministère. Si le ministère ne prend pas sur lui, et là je suis dans le cadre des propositions, ne prend pas sur lui le soin de régler cette dette, le championnat risque de ne pas démarrer le 14. Donc dans la subvention qui sera allouée au club, sur la base des documents que détient l'Association nationale de football professionnel, le ministère peut convoquer cette association, plancher sur ces données et mettre un chronogramme en disant Monsieur Bekale, club, je devais vous donner 100 millions, mais sur la base des éléments que j'ai, je suis dans l'incapacité de vous donner 100 millions, je vous donne 60 millions parce que les 40 millions me serviront à payer les aérés. On donne des garanties aux joueurs, justement, de pouvoir percevoir ne serait-ce que 50% avant le démarrage du championnat, sur un chronogramme qui sera établi par le ministère et payé par le ministère. À partir de ce moment, nous avons de fortes probabilités de pouvoir démarrer le championnat. Dans le cas contraire, jusqu'à présent, je crois que les joueurs font le sitting au ministère. Ça fait bientôt un mois. Donc, vous comprenez la volonté des joueurs, justement, à pouvoir rentrer en possession de leur dû avant de reprendre tout éventuel championnat. On reste sur notre décompte. Cela fait 770 jours sans championnat national de football de première division. 770 jours, jour pour jour, sans championnat national de football de première division. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes arrivés au terme de l'émission. La dernière rubrique me permet de vous donner ici chacun. Allez, on commence par Slange Pambo. Vous avez 2 cartons avec vous. Allez-y. Bon. C'est un peu compliqué en fait. Un peu compliqué. Ouais, voilà. J'ai envie de donner un vert, en même temps un rouge. Faites un choix. Ça donne quoi quand on mélange les deux comme couleur, le rouge et le vert? Non, peut-être donner un carton vert à la commission électorale qui a organisé la récente élection consacrée au renouvellement du COMEX de la Fédération gabonaise de football. C'est une commission qui a travaillé, je l'avoue quand même, d'arrache-pied, malgré l'adversité, malgré les pressions, évidemment. Ceux qui ont fait un tour à Lambaréné le 16 avril dernier pour assister à cette élection-là ont vu dans quel contexte. Et heureusement que l'élection a été retransmise en direct, le vote sur la chaîne nationale. On a vu que ça s'est très bien déroulé, mais on sentait quand même qu'il y avait de la tension dans l'air. Donc ce n'était pas du tout facile, surtout que cette élection-là a été émaillée par plusieurs affaires qui auraient même peut-être pu arrêter le processus. Donc carton vert à la commission électorale. Merci beaucoup. Brice Inengue. Est-ce que c'est possible que je balance 2 cartons à Non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. C'est pas évident. Ben, si je n'ai pas 2 cartons, je vais donc indiquer clairement que ce soir, cette nuit, j'ai mon carton vert pour Dieudonné Thierry Mouyouma, ancien international de l'équipe nationale, qui vient brillamment de remporter le championnat D2 au Burkina Faso et qui monte son équipe en première division avant le terme du championnat. C'est la première fois. Mouyouma est à sa seconde action du genre. On se souvient qu'au Gabon déjà, il avait pris 105 dans les abîmes du classement en D2, en D2 au championnat provincial, qu'il a remonté en première division.
Et là, il réalise l'exploit. Et il est même sorti champion D2 au Burkina Faso. Et toutes mes félicitations à notre compatriote qui a ouvert la voie au Gabonais entraîneur pour s'expatrier. Bravo, Serge Mongengi. Merci beaucoup. Félicitations aussi à Thierry Moyouma que nous saluons au passage. Serge Mongengi, vous avez le vert, le jaune et le rouge carton. Oui, mais comme je le dis souvent, je milite pour l'intérêt de la pratique du football. Oui. Moi-même, j'ai été. Et au sortir d'une élection dont on a connu certaines péripéties bien avant, aujourd'hui, je veux simplement interpeller tous les acteurs majeurs du football gabonais, simplement de voir plus l'intérêt. Il faudrait que nous reprenions les stades, le chemin des stades, parce que nous avons assez perdu du temps, non seulement avec le problème de la pandémie de la Covid, et à ce jour, s'il faudrait rajouter quelques mois, nous n'allons jamais le rattraper. Donc, à cet effet, le carton. Je me réserve de donner le carton. carton parce que les responsabilités seront partagées pour la non-pratique du football jusqu'à ce jour. Non, mais exceptionnellement, je ne donnerai aucun carton. Simplement parce que le contexte est difficile. Indexer l'un serait donner raison à l'autre, donc je souhaiterais que dans les... ce qu'on appelle en français la langue de bois. Voilà. Le problème avec l'homme, c'est que lorsqu'on est direct, on devient un adversaire, et lorsqu'on dit de manière avec souplesse, on fait dans la langue de bois. Mais bon, à chacun son interprétation. Vivement que les activités reprennent le plus tôt possible pour que les enfants puissent sortir de, comment dirais-je, de la longue agonie dans laquelle ils sont plongés depuis plus de 3 ans déjà. Sur notre page Facebook, un carton rouge a été donné à la commission électorale. On va le regarder par Arthur Simplice Pendi. Il dit ceci: carton rouge à la commission électorale de la Fédération gabonaise de football qui a confondu l'éligibilité et l'incompatibilité par rapport à la candidature de M. Brice Mikan Djambou, président de la Ligue nationale de football. Messieurs et dames, chers amis, les As du foot sont terminés pour aujourd'hui. On remercie l'équipe technique l'équipe éditoriale autour de Berleg Lekoba, mais également la technique et la réalisation autour de Georges Comlan. On aura l'occasion de nous retrouver lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.